Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison 2024-2025. Waouh! Quand tu commences à compter en saison, c'est là que tu vois que ta chaîne grandit. Espérons juste que ce ne sera pas la saison de trop. N'est-ce pas Walking Dead? En tout cas, j'espère que vous avez passé un super été. Moi, je suis très content de vous retrouver pour cette rentrée. Et puis surtout, pour parler des Chevaliers Zodiac. Parce que oui, on a terminé la dernière saison sur un feu d'artifice. Vous avez vraiment apprécié la vidéo sur Ricky et je vous remercie beaucoup pour vos retours et tous vos compliments, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et du coup, pour bien entamer cette rentrée, aujourd'hui, on va parler de God. Oui, alors, ok, ça peut prêter à confusion, enfin, je précise, de God Warrior, bien sûr. Des guerriers divins, quoi. Vous m'avez compris? Non mais sans déconner, comme si c'était l'habitude de la chaîne de parler... Enfin bref, allez, laissez tomber. Allez, enfile tes cagoules et tes plus belles moufles et surtout prépare tes mouchoirs parce que on part pour le Grand Nord, direction Asgard. Allez, souvenez-vous, nous sommes à la fin des années 80 au Club Dorothée. Et ça fait 73 épisodes que nos héros et les Chevaliers de Bronze s'en prennent plein la gueule. Mais vraiment, littéralement quoi. Et on se dit, bon, ça y est, on arrive à la fin du combat des Chevaliers d'Or. Le bien triomphe du mal, comme c'est dit dans le générique. Et là, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode de lundi? Quelle sera la suite? C'est un peu la question qu'a dû se poser Shingo Araki et son équipe, ceux qui étaient en charge d'adapter le manga en dessin animé, en se disant, mais... on va faire quoi maintenant? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Chevaliers Zodiac étaient adaptés, comme je l'ai dit, du manga de Masami Kurumada, sauf que lui, le mangaka, il travaillait pas aussi vite que l'équipe d'Araki. Ou alors, c'est peut-être Araki qui travaillait trop vite. Bref, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, l'adaptation en dessin animé a rattrapé le manga. Et du coup, il fallait attendre que Masami Kurumada poursuive l'écriture de son manga pour qu'on puisse adapter en dessin animé. Dans les premiers arcs du dessin animé, on avait déjà eu ce qu'on appelle des épisodes fillers. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui ne sont pas proprement adaptées du manga, mais inventées pour le dessin animé, histoire de rallonger un peu le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, l'idée c'est que ces épisodes rajoutés ne doivent pas changer la trame principale. Et au niveau intérêt et qualité, on a eu à boire et à manger avec ces fillers, comme par exemple les Chevaliers des Abysses. Ouais, moyen quoi. Mais par contre, les épisodes de Shiryu et Oko, ça, ce sont des fillers que j'adore. Bref, tout ça pour vous dire qu'après les Chevaliers d'Or, Masami Kurumada enchaîne avec l'arc Poséidon. Sauf que comme il avance pas assez vite, Shingo Araki et son équipe décident de faire une saga filler. Ce sera pas juste un ou deux épisodes, mais une épopée complète avec de nouveaux ennemis, un nouvel univers. Et cette fois-ci, au revoir la Grèce et le sanctuaire, et bonjour les terres glaciales du Nord. Ce nouvel arc prendra place au cœur de la mythologie scandinave, le royaume d'Asgard. Et pour concevoir ce nouvel arc, les scénaristes s'inspireront allègrement de l'OAV numéro 2, l'ardente bataille des dieux. OAV qui est sorti justement un mois après la parution du manga tome 13, dans lequel à la fin on découvrait une histoire courte centrée sur Yoga et dans lequel il affrontait dans un royaume de glace les Blue Warriors. Et bien là, on a déjà un pied dans le royaume d'Asgard. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur Asgard et plus généralement sur Senseiya, eh bien je vous invite fortement à aller voir la chaîne Nébulaire. Vous apprendrez plein de choses, c'est une véritable bible cette chaîne. Donc vraiment la chaîne Nébulaire, je vous le conseille vivement. Et Asgard sera donc composé de 25 épisodes où là, nos Chevaliers de Bronze se retrouvent au royaume d'Asgard pour affronter les guerriers divins, ceux qui protègent la grande prêtresse d'Odin, la fameuse Hilda de Polaris. Et alors pour un arc filler, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon Asgard, qu'est-ce que c'est bon. Là, on a vraiment de l'émotion à tous les épisodes. On a une direction artistique magnifique, on a une animation, mais alors Araki s'est surpassé, c'est incroyable, tout simplement. Ça se passe dans la neige, mais les décors sont somptueux, les séquences d'émotion, mais t'en as 3 à la minute. C'est pour moi une masterclass, la saga Asgard, vraiment, et je pèse mes mots. J'irais même presque à dire que la saga Poséidon qui suivra, par rapport à Asgard, elle paraîtra bien fade. Mais ça, c'est une question de point de vue et ça n'engage que moi, bien évidemment. Et moi, ce qui me marquera surtout plus avec cette saga, contrairement aux autres arcs, c'est que là, les guerriers divins sont présentés comme des ennemis, mais on se rend vite compte que finalement, c'est peut-être pas eux les ennemis. Ah oui, parce que si on y regarde de plus près, dans cet arc-là,
ce sont les chevaliers de bronze les ennemis qui se rendent à Asgard pour aller combattre les guerriers divins qui, eux, finalement, ils n'ont rien demandé. Ils défendent leur cause et leur prêtresse Hilda, tout comme les chevaliers de bronze défendent leur cause et leur déesse Athéna. Et c'est ça toute la force d'Asgard, sans parler bien évidemment du background des guerriers divins. Et ça, c'est aussi une nouveauté, parce que les chevaliers d'or, finalement, on ne savait rien d'eux. Ils étaient un peu mystifiés, on les voyait tout le temps en armure en tant que chevaliers. Là, Asgard, on voit les guerriers divins hors combat. Et à chaque fois qu'on découvre leur origine ou leur histoire, c'est de la chialerie en boucle, ça je peux vous le dire. Et à la fin de presque chaque combat, on peut pas s'empêcher de se dire « Oh putain, ok, les chevaliers de bronze ils ont gagné, mais est-ce que vraiment on avait envie de ça ?» Parce que finalement, les gentils et les pauvres mecs de l'histoire qui n'ont rien demandé, c'est pas les guerriers divins. Et ça, c'est assez fort, de faire douter le spectateur de la justesse de la cause du héros. Moi je dis chapeau. C'est vrai quoi, qui n'a pas eu sa petite larme à la fin du combat d'Epsilon? Ou encore celui de Mime quoi. Mais l'histoire de Mime. Et les jumeaux Zeta. Franchement, c'est pareil. La scène finale où l'autre il porte son frère mort là, dans la neige. Et puis, il va se laisser mourir avec le cadavre de son frère. Ah ouais, franchement, tu passais de Jeanne et Serge à ça. La transition, elle était un peu difficile à l'époque. Hein. Mais bon, Jeanne, elle jouait au volley en petite culotte, elle. Et ça, c'était cool. Et au milieu de tout ça, Bandai, le fabricant de jouets, se dit « Mais dis donc, les chevaliers Zodiac, ça se vend bien, ces petits bonhommes en armure. » Allez, nouvel arc, nouvelle figurine. Et là, on aura droit, encore une fois, à des superbes jouets. Après les massifs et classes chevaliers d'or, on aura ici les guerriers divins qui seront tout en finesse, avec des armures magnifiquement sculptées, des peintures aux petits oignons, ça va être du grand art. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les guerriers divins qui sont sortis, c'est-à-dire 9 armures. On va les regarder en détail et j'espère que ça va vous raviver de bons souvenirs. Et pour la présentation, ce que je vous propose, c'est de vous les montrer par ordre d'apparition dans le dessin animé, en fonction des combats contre les chevaliers de bronze. Et on va donc commencer par le gigantesque Thol, guerrier divin de Gamma. Réveille-toi, ô Thol, dont le marteau pulvérise toute matière. Mets ton armure divine de Gamma au service de ton peuple. Et comme d'habitude, on commence par la boîte et regardez cette magnifique boîte du guerrier Thor de Fekda, ou Thol si vous aimez les traductions françaises à chier, le géant Gamma. Et ce sera donc le premier combat des chevaliers de bronze contre les guerriers divins. Et sa particularité à lui, c'était qu'il avait 2 haches en guise d'arme et surtout, il avait une taille gigantesque. Donc au niveau de la boîte, on retrouve l'illustration, ici la version sur le totem, et puis à l'arrière, on pouvait découvrir tout simplement la statue du dieu Odin, la figurine montée sur le personnage, et puis ici, son animal totem, qu'on va voir une fois qu'il sera monté dessus. A savoir que dans cette vidéo, je vais vous présenter la plupart du temps des boîtes japonaises parce que c'est les versions qui sont au meilleur état de ma collection et puis je trouve qu'elles sont vraiment ultra classe. Et puis également, à savoir que Thor fait partie des 4 chevaliers qui sont restés inédits en France. Et oui, malheureusement pour nous, Bandai a eu l'idée de sortir certaines figurines uniquement au Japon. On aura donc Gamma, Eta, Delta, Zeta Blanc qui seront inédits et qu'on ne verra jamais le jour. Pauvres de nous. Allez, maintenant, je vous montre la figurine montée. Et voilà à quoi ressemble notre guerrier divin de Gamma. Regardez comme il en impose. Alors lui, il fait partie vraiment des chevaliers d'Asgard les plus massifs. Il a une armure qui rappelle un petit peu celle des chevaliers d'or, vraiment qui limite un petit peu les positions par rapport aux autres, mais elle est superbe. Déjà au niveau de la couleur, on est vraiment sur un violet très noir, très profond, magnifique. Les petites notes là, bleu-gris sur le torse, sublime, et puis le casque qui représente son serpent totem. Au niveau du visage, là, Bandai a fait un super boulot de sculpture, regardez, avec la barbe, les cheveux longs, on reconnaît tout de suite le personnage. Quand je vous disais que c'était un géant, regardez la différence de taille avec notre ami Pégase qui va affronter Thor. Regardez ça, il est vachement plus grand. Et ça, ils ont été malins Bandai parce qu'ils ont tout simplement gardé le corps identique aux autres figurines, mais ils ont simplement rallongé les chaussures, enfin les bottes ou les pieds quoi. Regardez, vous voyez la différence avec les pieds classiques et celui de Gamma, on est vraiment sur une taille beaucoup plus imposante pour permettre cette différence d'échelle. Malin, non? Et maintenant, on va le monter sur le socle et croyez-moi, on a besoin de la notice parce que regardez-moi ce bazar. En gros, ça représente le serpent géant autour d'une espèce de base. Et croyez-moi, c'est pas facile du tout à monter, mais on va y arriver. Allez, je vous montre le résultat final. Et voici le serpent de Midgard
une fois assemblé sur son totem. Alors, c'est vrai que c'est pas foufou, mais on peut quand même soulever l'ingéniosité et la technicité de Bandai pour avoir fait un serpent qui s'enroule autour d'un socle et puis ma foi qui constitue quand même un totem assez sympa. Allez, le seul regret que j'avais pour ma part, c'est qu'ils n'ont pas fait les haches qui vont avec le guerrier Thor. Ça aurait été vraiment incroyable et ça a été corrigé par la suite avec la Myth+. Et après avoir vaincu le géant Gamma, nos chevaliers de bronze vont se séparer et Shiryu affrontera son premier adversaire, le guerrier Fenrir d'Epsilon, le Wolverine de la bande, que je vais vous montrer ici en boîte française. Allez, c'est parti! Réveille-toi, ô Fenrir, loup solitaire des plaines du Nord. Mets ton armure divine d'Epsilon au service de ton peuple. Et voici donc la boîte d'Epsilon en version française. Dans la forêt du soleil de minuit, le loup polaire erre en quête d'une proie. Ouais, toujours aussi inspiré les mecs. Bon, voilà, donc on a la fameuse boîte avec le rabat, l'illustration du personnage, sa version totem, et ensuite derrière, on retrouve l'armure sur le personnage, toujours pareil, la statue de Odin, et puis ici, son animal totem, Fenrir, le loup surpuissant. Bon, maintenant, c'est pas tout, mais on va monter le personnage. Et quand je vous dis que c'est le Wolverine de la bande, je suis vraiment pas loin du compte. Regardez cette badassitude. Comme notre X-Men préféré, on retrouve sur Epsilon la petite visière qui rappelle Wolverine, et puis aussi les griffes des loups, parce que, comme je vous l'ai dit, son totem à lui, c'est le loup géant Fenrir. Et regardez cette armure magnifique, d'un bleu sublime, avec des petites nuances, et puis là, la sculpture tout simplement incroyable. Franchement, ils ont fait un boulot de dingue. Quand on compare avec le personnage du dessin animé, il est vraiment ultra ressemblant. Sans compter le visage, regardez comme ils ont réussi à capter l'essence du personnage. Il a même les oreilles en pointe, les yeux, eh bien, avec cet aspect un petit peu comme ça, loup, il est sublime. C'est l'un de mes guerriers divins préférés. Et d'ailleurs, son combat aussi, oh là là, séquence émotion, level 1000 quoi. Et quand je vous dis que Bandai s'est arraché sur cette gamme de jouets, regardez ce travail magnifique. Là, il n'y a pas de doute, on est vraiment face à un loup, c'est superbe. Franchement, il n'y a rien à voir avec le taureau des Chevaliers d'Or qui ressemblait tout sauf à un taureau une fois monté. Regardez, là on a les griffes à l'avant, on a bien la gueule du loup ouverte, la queue à l'arrière, les poils, il est sublime. Je pense que c'est l'un des plus beaux socles des Chevaliers Zodiac, vraiment, je le pense sincèrement. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'histoire tragique de Fenrir, ce pauvre enfant élevé par les loups? C'est un peu le Mowgli d'Asgard quoi. Et sa fin est si tragique. Salaud de Shiryu va. Oui, je le dis. Et les combats s'enchaînent avec le prochain tout feu tout flamme, le guerrier Hagen de Beta. Ouais, j'ai osé dire tout feu tout flamme. Réveille-toi, ô Hagen, au souffle glacial et brûlant. Mets ton armure divine de Beta au service de ton peuple. Rappelez-vous aussi de ce combat incroyable de Yoga contre Hagen de Merak. Et maintenant que vous savez que Yoga est mon préféré, je peux vous dire que ce combat, je le trouve surkiffant. Et là, au niveau de la boîte, elle est magnifique. L'illustration et la pose de Hagen est sublime. Ici, on voit la version du totem qui représente le cheval de Odin. Puis à l'arrière, toujours la même chose. On voit donc la figurine, la statue et son animal totem. Et quand on l'a monté, regardez-moi ce magnifique guerrier. Là, les couleurs sont sublimes. On a donc des mélanges de rouge, mais aussi des parties un petit peu argentées chromées. C'est sublime. Le casque avec la visière. Bon, seul regret, c'est que contrairement au dessin animé, les yeux sont pas de la bonne couleur, normalement ils sont rouges. Et puis surtout, on peut pas vraiment lui descendre la visière sur les yeux, quoique, ah ouais, si, en fait, là j'ai réussi. Bon, ok, on peut refaire la scène où il a sa visière, vous savez qu'il peut mettre soit en position basse, soit en position relevée, pour voir son regard de tueur. L'avant-bras de Beta, je le kiffe avec cette tête de cheval, la crinière, oh là là. Allez, oserais-je dire, c'est un plus beau cheval que Pégase presque, non? Hein? Mais la prouesse de Bandai sur Beta, c'est surtout au niveau du totem. Vous allez voir, je vais le monter et c'est juste hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire. Et regardez-moi cette prouesse technique. Bandai a réussi non seulement à faire tenir l'armure sur un personnage humain, mais aussi de la mettre sur un cheval à non pas 4 pattes, mais 8 pattes. C'est incroyable. Quand tu penses que j'arrive même pas moi à mettre ma femme à 4 pattes mais qu'est-ce que je raconte moi? Bref,
Admirez-moi ce superbe cheval de Odin. Il est impressionnant. Et là, tu vois que franchement, chez Bandai à l'époque, les ingénieurs qui étaient à la conception, c'était vraiment pas des Mickey, quoi. Magnifique. Alors, je vais encore me répéter, mais sincèrement, donnez-moi des exemples de jouets qui aujourd'hui sortent pour les enfants dans les magasins de jouets et qui ont un tel degré de finition, de qualité, d'excellence et d'ingénierie. Et moi, j'ai beau chercher, sincèrement, j'en ai pas. Alors, si vous avez des exemples, je veux bien parce que je sais pas. Bandai, ce qu'ils ont fait avec les Chevaliers Zodiac, pour moi, ils ont mis la barre tellement haute qu'ils sont impossibles à rattraper. Vous voyez, j'ai toujours aimé les personnages qui jouent d'un instrument. Et c'est le cas du prochain guerrier divin, Mime de Eta, celui avec la harpe et son histoire tellement tragique avec son père. J'en suis encore traumatisé. Réveille-toi, ô Mime, et sur ta harpe joue la marche funèbre qui accompagnera nos ennemis jusqu'à la tombe. Mets ton armure divine d'Eta au service de ton peuple. Et voilà, notre guerrier divin de Eta, qui connaîtra un destin tragique et surtout un sublime combat contre les frères Shun et Ikki, magnifique. Et voilà donc la figurine. Alors celle-ci, elle a la particularité malheureusement de s'oxyder avec le temps. Voilà, il y a quelques figurines japonaises dans l'univers des Chevaliers Zodiac qui sont connues malheureusement pour s'oxyder. On a droit à ce Eta et puis également la New Claws d'Andromède version Jap qui a tendance à noircir. C'est un peu dommage mais malheureusement on ne peut rien y faire. Voilà, par rapport à l'animé, la figurine est assez ressemblante, en tout cas dans la sculpture, c'est vraiment du super boulot. Petit bémol peut-être, c'est au niveau de la couleur, puisque bien sûr que normalement dans l'animé, il a une armure rouge, et là on est vraiment sur un orange cuivré. Mais bon, on ne va pas en tenir compte parce que l'ensemble est quand même assez magnifique. Il a bien évidemment la petite harpe pour jouer le terrible Requiem, et puis au niveau du visage, quand on regarde de près, il a bien les yeux rouges, enfin plutôt orangés, mais en tout cas, ça respecte assez bien l'animé. Pour la boîte, rien d'exceptionnel. On a toujours les superbes illustrations d'Araki, la version ici du totem qui est une harpe, et puis à l'arrière, comme les autres boîtes, rien de nouveau. Et voici donc, une fois assemblé, le totem de Mime. Regardez, on reconnaît tout de suite une harpe, c'est superbe, c'est vraiment bien usiné, tout rentre parfaitement, contrairement au mid-class d'aujourd'hui. Là, on avait vraiment la qualité japonaise de l'époque. C'est incroyable. Honnêtement, quand vous voyez que ça tient et sur une figurine de forme humaine et on arrive à faire un objet comme ça qui ressemble à une harpe, moi je dis chapeau. Franchement, il n'y a rien à dire. Le mec peut même jouer avec sa propre armure, quoi. Je fais vachement bien le son de la harpe, non? Et on enchaîne ensuite avec le petit connard d'Alberic, guerrier divin de Delta. Ouais, j'ai dit petit connard parce que lui, c'était vraiment le seul guerrier divin qui avait vraiment un mauvais fond, je trouve. Le vrai méchant. Et il a surtout presque gagné avec ses cercueils d'améthyste. Franchement, les Chevaliers de Bronze, là, ils ont eu chaud au cul. Réveille-toi, ô Albéric, au rayonnement si puissant. Mets ton armure divine de Delta au service de ton peuple. Ah, Delta. Sacré petit salopard, hein. Salopard parce que t'es vraiment un vrai méchant et salopard parce que t'as l'une des plus belles armures. Regardez-moi ce truc de zinzin. Forcément, c'est fidèle à la version animée, mais regardez ce qu'ils ont réussi à faire comme jouet. On a vraiment l'impression d'être devant des cristaux taillés, tellement on a des formes saillantes comme ça. Le violet utilisé, alors, il n'est pas accurate à la série, c'est ce que certains reprocheront et c'est vrai que normalement, elle aurait dû être un espèce de bleu. Là, elle est violette, mais franchement, regardez ce violet, il est incroyable. Et puis le casque représente une espèce de démon chauve-souris. Et puis quand on l'enlève, on voit bien la mèche de cheveux d'Albéric qui lui couvre la moitié du visage. Son œil vert, il est superbe. Et puis alors sur le socle, mes aïeux, oulala si c'est beau, oulala si c'est beau. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part vous montrer ces images? Regardez ce totem de malade. C'est vraiment, là aussi, un boulot de dingue. Je pense que c'est vraiment le plus beau totem de toutes les armures Senseiya confondues en jouets. Alors, vous allez me dire, oui, il y a lui qui est beau, ok. Mais non, pour moi, regardez ce boulot. On est vraiment face à des cristaux qui sortent de partout et ils ont réussi à mettre les armures sur chaque partie et que ça reste cohérent. Le casque est posé sur le crâne. Ici, on a des crânes au sol avec des cristaux qui sortent des orbites. On est vraiment face
à une armure de la mort qui va tellement bien à son guerrier. Franchement, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis à court de paroles, alors je vais fermer ma gueule. Voilà. C'est beau, non? Alors certains vont me dire oui, mais c'est l'effet d'inédit, parce qu'effectivement, comme on ne les a pas connus étant petits, peut-être qu'en tant que collectionneur, quand on les découvre, eh ben, ça devient nos préférés. Mais je crois pas. Sincèrement, s'il était sorti en France, Delta ferait partie également de mes guerriers divins préférés en tant que jouet, tellement il est sublime. Bien maintenant, je vais vous demander un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. J'ai été obligé de préparer ma boîte à mouchoirs. Pas parce que j'étais en train de regarder ce superbe coussin d'Athéna, rien à voir, mais parce qu'il est temps d'aborder les deux frères jumeaux. Ouais. Et là, je peux vous dire que c'est une histoire qui va vous marquer à jamais. Réveille-toi, ô cid aux griffes et aux dents meurtrières. Mets ton armure divine de Zeta au service de ton peuple. Et on se rapproche gentiment de la fin avec l'histoire de ces deux frères. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec les oursons de Walt Disney. Là, c'est vraiment tragique. On a donc les deux guerriers Zeta, l'étoile double avec Bud et Sid. On a d'un côté le Zeta noir qu'on aura nous en France, et puis au Japon, ils auront droit également à la version du Zeta blanc, le White Zeta. Oh là là! Une fois qu'on a réuni ces deux-là, dans la vie d'un collectionneur, et ben moi je pense qu'on a franchi une étape. Je me souviendrai toujours le jour où j'ai eu celui-ci. C'était vraiment un moment très émouvant pour moi. Parce que déjà dans le dessin animé, cet épisode est celui qui m'a peut-être le plus marqué de la saga Asgard. Et puis bah, la figurine, elle est quand même assez chouette. Et d'ailleurs, on va montrer à quoi ressemblent ces deux jumeaux. Alors on va pas se mentir, clairement, ce sont peut-être pas forcément les plus belles armures. Là, pour moi, on retrouve un petit peu le côté massif des premières générations d'armures des Chevaliers d'Or. On voit que le mec, il est bien couvert par son armure. En même temps, c'est pas faute d'avoir essayé parce que là, le design d'Araki était vraiment très travaillé et difficile à reproduire. Pour rappel, il représente des tigres vikings, donc des tigres à dents de sabre. Et c'est pas forcément la bête la plus facile à représenter, même si on a vu qu'avec Epsilon, ils avaient réussi haut la main à représenter un loup. Donc d'un côté, on a ici le Zeta noir. On reconnaît quand même bien le casque du tigre avec ses mâchoires amovibles. Là, les épaulettes avec des espèces de pics. Et puis sinon, le reste de la sculpture, c'est assez fidèle. Même si au niveau de la couleur, eh bien, on voit que dans le dessin animé, elle est un petit peu verdâtre, ce qui sera corrigé avec la Mid-Cloth. Et puis son frère de l'ombre, le fameux frère qu'on découvre à la fin, eh bien, c'est la même armure, strictement. C'est juste une version recolore. Au niveau du personnage, on a droit à une même sculpture également, mais avec une couleur de cheveux qui sera différente pour les différencier. Voilà, pas mal, non ? Allez, maintenant, on va les monter sur les totems. Et voilà, nos deux tigres, une fois montés. Donc, bah, comme je vous ai dit, on reconnaît ici assez bien un tigre. Maintenant, voilà. Moi, c'est pas mon armure préférée, mais en tout cas, le fait d'avoir une même armure pour deux couleurs, bah, je trouve que ça donne un petit côté intéressant à cette figurine. Puis, on va pas bouder notre plaisir. Ce qui était sympa aussi avec la saga Asgard, c'est qu'on voyait dans le dessin animé chaque personnage avec son armure sur le totem en forme objet. Et ça, je trouve que c'était assez sympa de montrer les guerriers à côté de leur armure ou au moment où ils la trouvaient. Ce qu'on voyait pas forcément avec les Chevaliers d'Or, et je trouve que c'était vraiment très cool cette idée. Tiens, il y avait un recto et un verso de cette housse. Ouais, enfin bref, on enchaîne. On arrive donc à la fin de l'arc, et cette fois, nos héros vont affronter le grand Siegfried, guerrier divin d'Alpha. Et là, lui, c'est pas un mec qu'il faut emmerder. Et on aura également avec ce combat l'introduction de l'arc Poséidon pour que le dessin animé soit raccord avec le manga. Réveille-toi, ô Sigrid le plus vaillant de nos guerriers. Mets ton armure divine d'Alpha au service de ton peuple. Siegfried, le guerrier divin d'Alpha, avec son charisme incroyable, le héros légendaire de la mythologie nordique, le héros immortel qui va mettre du fil à retordre à nos chevaliers de bronze. C'était vraiment un combat épique qui va devoir d'ailleurs se terminer avec l'intervention de la sirène pour joindre l'arc Poséidon. Donc la boîte, comme toutes les autres, rien de nouveau, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur et on va regarder ça tout de suite. Et voici donc notre guerrier légendaire. Regardez cette superbe armure. Là aussi, elle est assez massive, mais la couleur est superbe. On a la prouesse d'avoir fait
l'épaule ici qui représente la deuxième tête du dragon, le casque aussi. Et au niveau de la sculpture, c'est là aussi un très joli boulot de la part de Bandai. Voici Fafnir, le terrible dragon à deux têtes qui rend invincible si on se baigne dans son sang. Waouh, rien que ça. Là, le totem est tout simplement magnifique aussi. Alors c'est un truc que je dis souvent, vous avez remarqué pour cette partie d'Asgard, mais je suis honnête, regardez, encore une fois, ils ont réussi à faire tenir une armure sur un personnage humain et également sur un totem qui représente un dragon à deux têtes. Franchement, moi je dis chapeau, je le trouve superbe. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et pour clore magistralement cette saga, on aura droit à l'apparition d'une dernière armure divine, celle d'Odin, le dieu d'Asgard. Et pour avoir cette armure qui sera au format premium, Bandai refera le coup du tirage au sort. Il faudra donc participer à un jeu concours en découpant un point d'une preuve d'achat, envoyer ça à Bandai et espérer être tiré au sort pour recevoir cette sublime armure d'Odin. Bon, commençons par un peu d'explication sur l'armure d'Odin. Comme vous avez pu voir sur la vidéo consacrée à Iki, on a donc eu des figurines premium. C'est-à-dire que c'était des figurines qu'il fallait gagner avec un jeu concours et qui se trouvaient dans des boîtes blanches toutes simples comme ça et qui vous étaient envoyées directement par Bandai si vous étiez le gagnant. Pour participer, il fallait déjà obtenir une preuve d'achat, c'est-à-dire qu'il fallait découper un point qu'il y avait derrière les boîtes japonaises pour ensuite le coller ici, remplir ses coordonnées, envoyer tout ça à Bandai et espérer être tiré au sort. Concernant l'armure d'Odin, il y a eu un tirage annoncé à 12 600 exemplaires seulement pour avoir cette armure. Et on apprend dans une seconde publicité qui paraîtra un peu plus tard qu'il y aura 15 400 tirages. Mais bon, ça reste quand même peanut par rapport au reste du monde. Et là, je vais vous présenter une pièce de muséum. Alors, je remercie sincèrement mon poteau Thomas, bien évidemment. Je te fais un gros bisou. Et on va voir cette armure parce que... Pourquoi je vous dis que c'est une pièce de musée? Tout simplement parce que c'est la véritable armure d'Odin Premium. Mais surtout, regardez, si on ouvre la boîte, voilà, elle est grappée. C'est-à-dire qu'elle est neuve. Donc déjà, trouver une armure Odin d'origine en bon état, ça devient un petit peu difficile de nos jours. Mais là, en trouver une qui n'a jamais été montée. Donc, je peux vous dire que c'est même plus que rare. Je ne sais pas ce que c'est le mot après plus que rare. Regardez, les sachets sont fermés. Donc, je ne peux même pas vous sortir les grappes, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça faisait à l'époque de recevoir ça. Alors, pas nous, bien évidemment, les Japonais, mais voilà. On recevait cette armure. Alors, elle est sans personnage parce que de toute façon, dans le dessin animé, c'est Seiya qui porte l'armure. Donc, on voyait dans la pub ici qu'on pouvait la mettre sur une figurine de Seiya V2. Mais en tout cas, sur son socle, une fois qu'elle est montée, elle est magnifique. Et vous savez quoi? Avec Tonton Vintoys, c'est tous les jours Noël parce que je vais vous la montrer quand même. Je ne vais pas vous montrer cette armure, on ne va pas la dégrapper quand même, il ne faut pas déconner. Mais je vais vous montrer une autre version qui est strictement identique, enfin avec quelques nuances quand même, mais qui est la version taille, donc c'est-à-dire une copie, mais une copie à l'identique. Regardez, elle se trouve ici, elle est montée et voilà l'armure de Odin. Une fois que vous l'aviez sortie des sachets, dégrappée et montée sur son socle. Elle est sublime. Je pense que c'est l'une des plus belles armures. Oh bordel, putain, j'ai déjà dit ça dans la vidéo. Bon, allez, je vais arrêter de le dire. Je vous laisserai décider laquelle est la plus belle armure d'Asgard. Mais regardez ce travail. Alors, c'est une armure full plastique, donc aucune pièce en métal. Voilà, comme toutes les armures qu'il fallait gagner en général, à part les Black V2, on est sur des figurines qui coûtent pas très cher à produire à mon avis. Il n'y a pas de figurine avec, on a juste une armure, mais regardez, et cette couleur. Alors, pour en revenir à la version Jap qu'on voit ici et la version taille, pour la différence, je vais vous montrer comment faire pour reconnaître une version Jap et une version taille. Truc et astuce, truc et astuce, truc et astuce. Bon, je leur ferai ce jingle. Voilà, donc ici, vous n'y voyez que du feu. Vous pouvez même pas savoir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Donc la vraie, c'est celle-ci, la version Jap. Et puis ça, c'est la version taille. Donc ils ont vraiment été jusqu'à copier exactement à l'identique tous les logos, les pictogrammes, tout est pareil. On est sur le même blanc, même si là il y a des différences, mais c'est plutôt une question de conservation des boîtes. Et puis à l'arrière, on n'avait donc pas de notice dans ces figurines, on avait la notice de montage qui était directement imprimée sur la boîte. Il n'y a aucune différence. Regardez, Jap, taille, Jap, taille. Voilà. Alors, simplement, sachez qu'il n'y a pas de scotch sur les boîtes, c'est normal puisque c'était envoyé
par la poste. Donc en fait, ces boîtes n'étaient pas dans des magasins, les gens ne pouvaient pas l'ouvrir puisque c'était envoyé directement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de scotch. Donc si vous voyez des boîtes avec du scotch, attention, c'est du faux. Voilà, je vous le dis tout de suite, les Japs n'avaient pas de scotch parce que c'était envoyé dans un colis directement au petit garçon qui l'avait gagné. Maintenant, si vous voulez essayer de vraiment différencier les deux armures, un des moyens qu'on a, c'est au niveau de la peinture. Et là, c'est vraiment subtil. C'est-à-dire que sur la version taille, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que donc à la base, le socle était argenté, comme on le voit dessous, et simplement le bleu au niveau de la peinture du socle, elle est un petit peu moins uniforme que sur la version japonaise. Là, Bandai, il maîtrisait un peu mieux que l'entreprise pirate qui a sorti. Donc voilà, c'est vraiment très subtil, on le voit à peine là, mais disons que cette version-là, elle a des petits reflets, vous voyez, des différences de peinture qui prouvent que c'est une version pirate. Et enfin, l'astuce ultime. Alors là, attention, prenez bien note si vous voulez pas vous faire avoir. Lorsque vous achetez une japonaise, l'épée est grappée à deux endroits. Elle est grappée au niveau du pommeau ici et puis juste ici au niveau de la lame. Et la version pirate taille, comme vous pouvez voir, elle n'a pas de point de grappe sur le côté. Elle a juste un point ici qu'on voit au-dessus, mais pas sur les côtés. Donc ça, c'est l'une des différences. Il faut regarder les grappes, c'est très important. Donc voilà, simplement pour vous dire que ne vous faites pas avoir, parce qu'elle est vraiment très recherchée par les collectionneurs, et à juste titre, elle est vraiment magnifique, mais simplement que si vous voulez vraiment une vraie armure japonaise, eh ben, ne vous faites pas avoir, regardez avec les petits trucs que je vous ai dit tout à l'heure, et puis une fois que vous l'aurez, vous ne serez pas déçus parce qu'elle est vraiment sublime. Elle vient trôner fièrement là dans la collection, elle surveille les autres armures, elle est là pour rétablir l'ordre à Asgard. Je m'auto-applaudis. Bon allez, je sens que la question va arriver dans les commentaires, on va forcément vouloir parler de prix. Vous savez que moi, j'aime pas du tout parler de ça sur ma chaîne. Simplement, si je peux vous donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment très large et très subjectif. Une version comme ça, grappée, scellée d'un Odin Jap, alors c'est 4 chiffres minimum, ça c'est sûr et certain. Maintenant, honnêtement, je pense qu'on est en tout cas dans les 1500, 2000, voire même plus. Si on veut une armure aujourd'hui dans cet état. Mais encore une fois, revenez voir cette vidéo dans 3 ans et ce ne sera pas la même cote certainement. Si vous aviez vu cette vidéo il y a 10 ans, c'était bien évidemment pas la même cote non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime pas parler de prix parce que ça veut rien dire, parce qu'un prix, il est toujours fluctuant au moment où on le donne. Donc voilà, mais sachez que si vous voulez une armure d'Odin Jap scellée en cet état, il faudra sortir un bon billet. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo consacrée aux guerriers divins d'Asgard. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous aurez compris que moi, je suis un vrai fanboy de l'arc Asgard. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un arc filler, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'était bon! Et puis tiens, dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette saga. Est-ce que pour vous, c'est aussi bien que le Sanctuaire, voire même mieux, ou alors carrément moins bien? Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, ne prenez pas froid. Ciao!